Il est sans doute l'un des observateurs francophones les plus avisés du conflit israélo-palestinien qu'il a couvert pendant des dizaines d'années pour France Télévisions. Charles Anderlin, notre invité, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, journaliste donc, reporter, auteur également de nombreux ouvrages consacrés à ce conflit, auteur franco-israélien. Vous êtes l'auteur du livre Le Grand Aveuglement, Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical. On va voir en quoi ce livre a des accents prémonitoires, et aussi du livre Israël, l'agonie d'une démocratie. C'est aux éditions du Seuil. Charles Anderlin, on est 5 jours après. En principe, je ne devrais pas vous poser cette question, mais tout de même, la sidération a été telle. Dites-nous en quoi ces événements, ces attaques meurtrières du Hamas sont un tournant historique dans l'histoire d'Israël depuis sa création en 1948. La dernière fois que des localités juives, que des localités israéliennes ont été conquises par soit des armées arabes, soit des irréguliers arabes, c'était lors de la guerre de 48. Ce n'était pas arrivé depuis. La guerre de 56 s'est déroulée dans le Sinaï, les civils n'étaient pas concernés. La guerre de 67, la même chose, cela s'est déroulé de l'autre côté de la frontière. Il n'y a pas eu de civils touchés, cela ne s'est pas passé en territoire israélien. 73, c'était sur le canal de Suez, seuls les militaires étaient concernés. 82, c'était au Liban. Les autres guerres également ne concernaient pas directement des localités israéliennes. C'est la première fois. 22 localités conquises par le Hamas. 10 à 20% de chacune d'entre elles, une partie de la population a été massacrée. Ce n'est jamais arrivé. C'est la première fois depuis la Shoah qu'on assiste à un tel massacre de juifs en tant que tel. C'est un véritable traumatisme pour l'État d'Israël qui a été créé théoriquement pour protéger les juifs. État refuge, ce n'est visiblement pas le cas. L'armée, l'État, le gouvernement étaient incapables de protéger leur population civile. C'est la faute, sans aucun doute, du gouvernement israélien, de M. Netanyahou au pouvoir depuis 2009 avec une interruption d'une année. C'est la politique que la droite israélienne mène depuis 2005 de favoriser le Hamas à Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Financer le Hamas, vous savez, encore tout récemment, il y a à peine 2 ans, un émissaire du Qatar arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv avec des valises pleines de dollars, des millions de dollars, avec l'autorisation d'Israël. Il était escorté par la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza pour donner l'argent au Hamas afin que le Hamas puisse payer ses combattants. Charles Anderlin, pour qu'on comprenne bien, ceux qui connaissent le conflit comprennent sans doute ce que vous dites, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe, après l'effroi suscité par ces attaques, vous nous dites ce soir qu'Israël a encouragé l'émergence, et encore ces dernières années, ces derniers mois, a plutôt joué la carte du Hamas contre l'autorité palestinienne. Et pourquoi donc ? Après l'arrivée des forces israéliennes à Gaza, la conquête de Gaza en 67, un cheikh musulman est allé voir les généraux, leur a dit « Écoutez, moi, je veux faire du social. » Cheikh Yassine ? Le cheikh Ahmed Yassine. En fait, c'était un frère musulman de la branche la plus radicale de la confrérie. Et les généraux ont trouvé formidable que ce brave cheikh voulait faire du social. Un général commandant le secteur du nom d'Ariel Sharon a offert les ballons de football et les maillons de football de l'équipe de la mosquée du cheikh Yassine. Ça a duré jusqu'en 88, lorsque subitement la Mujama Islamia, l'Union islamique créée par Cheikh Yassine, s'est transformée en Hamas. Et là, les Israéliens ont découvert qu'ils avaient un véritable ennemi. Et Ariel Sharon, 2005, a décidé l'évacuation des colonies de Gaza avec une idée en tête. On va laisser Gaza au Hamas et cela empêchera la création d'un État palestinien. Le Hamas à Gaza, l'objectif du Hamas a toujours été d'empêcher la création, l'existence d'un État juif en terre d'islam. Et effectivement, depuis Israël, il y a eu des périodes de conflits armés, mais jamais les Israéliens, par exemple, n'ont tué la direction du Hamas. On a 2 extrémités qui s'alimentent, vous nous dites ce soir, Charles Anderlin. Le Hamas ne veut pas 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Le Hamas ne veut pas un État juif en terre d'islam. Maintenant, vous avez de l'autre côté les extrémistes nationalistes et messianiques juifs qui ne veulent pas d'État palestinien en terre d'Israël. Et là, à ce niveau, effectivement, dans le refus
de tout accord, les deux extrêmes se sont retrouvés. Charles, on va poursuivre sur Benyamin Netanyahou, parce que c'est vrai qu'il y a cette sidération, mais il est très critiqué. Puis il y a ce gouvernement d'urgence et non pas d'union nationale. Les mots sont importants, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais tout de même, je vous posais la question sur Israël et de ce tournant historique. Concernant la lutte nationale palestinienne, de ses droits, de la création d'un État palestinien, j'aimerais vous entendre sur le mode opératoire du Hamas. Il y a eu des attentats dans les années 1990, 2000 meurtriers en Israël dans des bus. C'est la première fois, je parle sous votre contrôle, dans l'histoire des organisations palestiniennes, qu'il y a un tel mode opératoire, une telle force de frappe. Il y a eu des prises d'otages aux Jeux Olympiques de Munich. Qu'avez-vous à nous dire sur ce mode opératoire ? On a affaire à un groupe, quasiment une armée préparée, à des forces spéciales. Oui, absolument. Si tant est qu'elles sont prises à des civils. Ben écoutez, on a découvert ici qu'en fait le Hamas, c'est Daesh. Les prises d'otages à Munich, c'était le terrorisme politique. Le terrorisme peut être une forme de combat. Yitzhak Shamir, Premier ministre, mais qui était un des chefs du groupe Stern dans les années 40, qui luttait contre l'Empire britannique, expliquait contre l'Empire britannique, notre seule arme de combat, c'est le terrorisme. Donc il y a un terrorisme qui peut être légitime politiquement, mais immoral absolument. Dans l'occurrence, les attentats suicides, par exemple, ça a suscité des réactions, ça a suscité des bombardements, des liquidations israéliennes de chefs, mais ça n'a jamais conduit à cela. Là, nous avons eu un massacre de population parce qu'elles étaient juives et de l'autre côté de la frontière. C'est totalement différent. Je ne sais même pas si on peut parler de terrorisme parce que même, par exemple, à l'époque, pour les occupants britanniques de la Palestine, utiliser le mot terrorisme signifiait donner un aspect politique au combat des Juifs. Donner un aspect politique à ce combat, ça n'existe pas. Là, c'est des purs massacres dont on ne voit pas très bien à quelle opération politique ou considération politique cela peut mener. L'armée israélienne va-t-elle entrer, selon vous, c'est inéluctable, au sol, une opération terrestre, c'est imminent? Alors, il y aura certainement des opérations terrestres. Israël ne peut pas laisser, pour des raisons d'abord matérielles et militaires de sa défense propre, une organisation comme Daesh, à quelques kilomètres de sa frontière, capable également de lancer des missiles, de lancer d'autres attaques meurtrières, aller égorger des gens dans des maisons, dans d'autres villes. Le Hamas sera neutralisé. Est-ce qu'il y a des informations crédibles? Parce qu'hier, il y a eu une certaine cacophonie au sujet de bébés qu'on aurait retrouvés décapités. L'armée israélienne n'a visiblement pas confirmé. Qu'en est-il sur cette... Je n'ai aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que des enfants ont été assassinés, des bébés ont été assassinés. D'autres enlevés. On ne sait pas combien, on ne sait pas comment. On sait que des enfants très bas âge ont été pris et emmenés à Gaza, un bébé de 7 mois. J'ai vu, parce que je regarde les chaînes israéliennes, des enfants de 3 et 5 ans, des parents malades. Ouais. Mais ce qu'on veut comprendre aussi, Charles Landin, c'est que vous dites, et d'ailleurs beaucoup de journaux israéliens, Haaretz, le lendemain, le dimanche, dit un seul responsable, c'est Benyamin Netanyahou. Ah oui, absolument, absolument. D'abord son gouvernement. Écoutez, cette semaine devrait être votée, je pense que ce ne sera pas le cas, une loi dispensant les jeunes étudiants d'écoles talmudiques de service militaire et qui reçoivent en fait une bourse d'études aujourd'hui plus importante que celle des jeunes soldats qui, eux, portent l'uniforme. C'est un scandale. C'est le combat mené contre le régime totalitaire, non démocratique que M. Netanyahou et son gouvernement veulent mettre en place. C'est le combat mené par des centaines de milliers d'Israéliens depuis le début de l'année, toutes les semaines, tous les samedis. Israël a pensé sans doute que la question palestinienne allait être éclipsée par ce qu'on appelle cette normalisation avec certains pays arabes, les fameux accords d'Abraham. Ça a volé en éclats. La question palestinienne, selon vous, ressurgit avec ces atrocités du Hamas? La solution palestinienne a toujours existé. La politique de M. Netanyahou a été, encore une fois, de mettre de côté, de mettre dans le formol toute possibilité d'accord politique avec le Fatah, avec l'autorité palestinienne. Mais c'est quoi le projet à terme alors? C'est quoi le projet à terme? Le projet à terme de Netanyahou, c'est maintenir le statu quo, développer la colonisation sur le terrain. Vous savez, le responsable de l'administration civile de la Cisjordanie, c'est-à-dire le développement des colonies, et en fait empêcher le développement palestinien, c'est Bezalel Smotrich, colon
homophobe, misogyne et raciste, qui a dit récemment le Hamas est notre chance. Tout à fait. Il a dit c'est notre acquis stratégique. D'ailleurs, des collègues israéliens ont retrouvé une déclaration de Benjamin Netanyahou, je crois, de 2019 devant le Likoud, disant si on veut empêcher l'État palestinien, la solution à deux États, il faut absolument soutenir le financement du Hamas. Oui, c'est ça la politique. Mais Charles Anderlin, beaucoup d'Israéliens sans doute regardent TV5 Monde ce soir, mais des femmes, des hommes, des familles, des proches qui ont perdu des leurs. Est-ce que ce que vous dites là, on est vraiment dans l'analyse et que la population israélienne ne le sait pas, si tant est que ceux qui lisent les éditoriales, ou est-ce que les Israéliens le savent et qu'à un moment donné, ils vont demander aussi des comptes? Ça se dit sur les plateaux de télévision en Israël, ça se dit déjà depuis des mois. Des commentateurs, je peux vous citer leurs noms, on n'arrête pas de répéter cela. Donc ils vont demander des comptes, les Israéliens, à un moment donné. Il faut l'espérer, certainement. Et pourquoi pas un gouvernement d'union nationale, ce soir? Qui veut de participer à un gouvernement dont on n'est pas sûr des responsabilités? Où est-ce que ça va mener? Benny Gantz? Benny Gantz, j'ai bien compris, rentre dedans, mais il s'agit uniquement de diriger des opérations militaires, de les approuver ou non. Tout en sachant que Benny Gantz a déjà été trompé à 2 reprises par Benjamin Netanyahou, qui l'a roulé dans la farine en faisant un accord avec lui que Netanyahou n'a pas du tout observé. Rentrer là-dedans, il s'agit tout simplement de vérifier la validité des opérations militaires, parce que l'armée mise à la portion congrue. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, Netanyahou lui-même voulait limoger le ministre de la Défense, Yoav Gallant, parce qu'il était contre la réforme du système judiciaire. Et il y a seulement quelques mois, une partie de l'état-major est allée à la Knesset, le Parlement, pour essayer d'expliquer aux ministres et aux députés religieux, orthodoxes qui ne font pas l'armée, suprémacistes qui détestent les militaires parce qu'ils les considèrent comme trop à gauche. Alors les généraux étaient là pour expliquer, attention, il y a des menaces partout. On risque d'avoir une catastrophe régionale dans le nord, avec l'Iran, avec les Palestiniens, en Cisjordanie, également avec les Palestiniens. Personne n'est venu parler aux généraux. Yoav Gallant a dit ce mot, animaux. Est-ce que vous redoutez le pire? Je vous pose la question parce que vous avez désormais une liberté de parole. Vous n'êtes pas ce soir le journaliste que vous avez longtemps été de France 2. Est-ce que vous avez peur pour les civils de Gaza? Vous craignez le pire? Écoutez, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'épouvantable bombardement par les Britanniques et par les Américains de Dresde, qui a été une catastrophe, des dizaines de milliers de morts. Mais pendant ce temps, les Juifs étaient massacrés à Auschwitz. Parce que le judaïsme hongrois a été liquidé pendant les bombardements terribles de Dresde. Oui, bien sûr. Vous savez, je suis pour un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. J'ai été de nombreuses fois à Gaza. J'ai filmé la montée du Hamas. J'ai interviewé tous les chefs du Hamas quand ils recevaient encore un juif comme moi. Oui, c'est un drame. Qui recevait encore un juif comme moi, est-ce que vous diriez qu'il y a une doctrine qui a changé? On parle beaucoup de l'Iran. Vous croyez en cette lecture de l'Iran qui aurait déclenché cette opération avec son bras armé, le Hamas dans le sud et non pas le Hezbollah au nord, pour saper le potentiel accord Arabie Saoudite-Israël? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a des moments, effectivement, où la région semble bouger, et puis on a les extrémistes qui arrivent et qui interviennent. Ce sont les grands attentats suicides du Hamas en plein processus d'Oslo qui, de fait, ont torpillé le processus d'Oslo. C'était il y a 30 ans, Oslo, Charles Anderlin, juste parce qu'il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi? On a bien compris, le Hamas d'abord, Benjamin Netanyahou en premier, d'ailleurs, vous avez même dit vous-même, les États-Unis, l'Europe? L'Europe a laissé faire. L'Europe a laissé faire, mais toute personne aujourd'hui, même en France, soutenant la politique de Netanyahou, soutenait de fait le soutien apporté indirect par Netanyahou au Hamas. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Soutenir la politique de colonisation du gouvernement israélien, c'est soutenir en parallèle le financement du Hamas à Gaza. Et on voit où ça a mené. Merci beaucoup Charles Anderlin. Il y a un troisième livre que j'aimerais citer, Au nom du Temple, Israël et l'arrivée au pouvoir des Juifs messianiques. Prémonitoire, on peut dire, parce que c'est un livre réaugmenté. Et la dernière fois, c'était Et l'irrésistible ascension. Ils sont désormais en partie au pouvoir. Absolument. Merci beaucoup Charles Anderlin. De passage à Paris, donc je rappelle que vous vivez à Jérusalem. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour votre éclairage.